On va voir ensemble comment configurer ta caméra pour être beaucoup plus efficace en tournage. Ton boîtier a des boutons physiques, un menu rapide et même un menu favori qui sont déjà préconfigurés par défaut. Sauf que cette configuration, elle est rarement optimale. Du coup, je vais te montrer ma configuration que j'ai optimisée avec le temps, mais surtout que j'ai rendue la plus générique possible pour que tu puisses l'appliquer peu importe la marque de ta caméra. On va se le faire en 3 parties. Première partie, ce sera avec les boutons physiques et sur lesquels on va assigner des raccourcis. Deuxième partie, ce sera ton menu rapide, celui qui s'affiche via l'un des boutons physiques de ta caméra. Et pour finir, ce sera ton menu favori. Il s'agit de ces quelques pages dans lesquelles tu peux ajouter les options de ton choix. Évidemment, tout ça concerne la partie production. Mais n'oublie pas que s'ajoute ensuite la partie post-production et pour laquelle je te conseille la plateforme Motion Array qui sponsorise cette vidéo. En vrai, ce que je préfère dans Motion Array, c'est son côté un peu tout en un. Par exemple, j'ai besoin d'un plan aérien de la Tour Eiffel pour un projet que j'ai en cours. Et clairement, je peux pas faire ce plan de la Tour Eiffel moi-même en drone. Du coup, direction la partie plan d'illustration pour prendre le plan qu'il me faut. Par contre, il est un peu trop neutre et j'ai besoin de le rendre un peu plus chaleureux. Là, je vais sélectionner un pack de lutte au rendu plus chaud. Ensuite, il me faut de l'habillage sonore. Et là, clairement, j'ai besoin de 2 types de rendus. L'un avec une sonorité éloignée, vu qu'il s'agit d'un plan aérien. Et un autre plus immersif pour quand même entendre ce côté urbain d'une ville comme Paris. Et ça, de nouveau, je le trouve sans problème, et ici dans la partie effets sonores. Après, j'ai besoin d'une musique. Et comme je suis dans un projet à caractère institutionnel, j'ai besoin de quelque chose de chaleureux, mais avec une note un peu sérieuse. Et pour ça, mon conseil, c'est d'ajouter à ton filtre de recherche le mot Documentary, et pour lequel j'ai trouvé cette musique qui sera parfaite. Ensuite, j'ai plus qu'à combiner le tout et j'obtiens une scène d'introduction qui est nickel pour mon projet en cours. Et si j'en ai envie, je peux aussi ajouter une animation titre depuis les plugins Motion Array ou même un effet de flair que je viendrai à mettre en superposition de mon plan depuis l'espace Motion Graphique. Bref, j'ai tout à disposition et sous forme d'abonnement unique et avec de l'utilisation commerciale. D'ailleurs, mon lien qui est présent en description te donnera droit à une réduction de 50$ sur l'abonnement annuel. Comme à l'habitude, un tout grand merci à Motion Array de rendre cet apprentissage gratuit possible et surtout de nous faciliter notre travail en post-production. Avant de commencer, ça me semble important en tout cas de mentionner que tout ceci est à titre de recommandation et non d'obligation. Tout ce partage est présent en tout cas pour t'aider à te donner des idées pour mieux configurer ton boîtier. Et pas simplement te dire ce que j'ai configuré, mais aussi te donner en tout cas des exemples de situations qui justifient pourquoi je viens utiliser en tout cas cette assignation de boutons physiques, de menus rapides ou de menus favoris. Cela étant dit, on va commencer ici par la partie qui est présente dans ton boîtier hybride. Peu importe ton boîtier hybride, peu importe son prix, peu importe sa marque, peu importe sa gamme, est présent en tout cas dans son menu une page qui te permet en tout cas d'assigner des raccourcis, de modifier en tout cas les boutons physiques qui sont présents sur ta caméra. Si en tout cas tu ne sais pas où celle-ci se trouve, je t'invite à te référer au manuel de ta caméra pour trouver en tout cas dans ton menu cette page qui te permet de configurer les boutons physiques de ton boîtier hybride. Alors, on va retrouver ici sur le boîtier que j'utilise qui est le Lumix S1.2 différents boutons physiques et même plusieurs boutons physiques. C'est certain en tout cas que plus le boîtier présente de boutons physiques, mieux c'est pour une manipulation en tout cas sur le terrain. On va retrouver ici dans un premier temps les 3 boutons du dessus qui, par défaut, sont assignés à la balance de blanc, la montée en ISO et la compensation d'exposition. En ce qui concerne en tout cas l'assignation par défaut sur le bouton de la balance de blanc, ça reste tel quel. C'est un outil que j'ai besoin en accès rapide. J'ai d'ailleurs fait dernièrement une vidéo sur l'utilisation de la balance de blanc et son importance avec toute une partie créative sur le terrain. Une vidéo très intéressante et qui a d'ailleurs été fortement appréciée par la communauté et je t'invite à regarder celle-ci. Donc c'est important pour moi en tout cas de laisser cette assignation par défaut au niveau de la balance de blanc. Ensuite, l'assignation par défaut qui est sur le bouton des ISO reste telle quelle. La montée en ISO, c'est amplification en fait du gain de notre signal vidéo et c'est important en tout cas d'avoir un accès sur celui-ci pour 2 raisons. La première en tout cas, c'est de potentiellement en tout cas rejouer et réexploiter différemment en tout cas la répartition de dynamique qu'on a dans notre image. On sait à l'heure actuelle que nos boîtiers hybrides qu'on utilise ont une valeur d'ISO native qui nous donne une répartition plus ou moins égale sur les hautes et sur les basses lumières.
Et lorsqu'on vient à modifier en tout cas cette valeur ISO et ne plus être sur cette valeur native, on peut alors avoir potentiellement une répartition qui est différente, avec quelquefois plus de dynamique dans les hautes lumières ou par d'autres moments plus de dynamique dans les basses lumières. Chaque caméra, en tout cas, dispose de ce type de fonctionnement sur lequel je t'invite aussi à te renseigner. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est important de pouvoir jouer avec cette dynamique. Mais aussi, tout simplement, en fait, de pouvoir augmenter la sensibilité ISO pour justement avoir plus de lumière, en tout cas, dans mon image, et ce, de façon artificielle, vu que je viens simplement ici à augmenter le signal, je viens augmenter le gain de mon signal vidéo. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ici, justement, accès à cette montée en ISO. Ensuite, sur mon bouton de compensation d'exposition, là, je viens assigner un bouton, je viens assigner une fonction qui est propre ici au Lumix S1.2, mais qui devient de plus en plus commune, c'est-à-dire que les boîtiers hybrides qu'on utilise à l'heure actuelle arrivent de plus en plus avec un fonctionnement justement de double ISO natif. Donc, c'est-à-dire que nous disposons de deux valeurs ISO natives sur lesquelles on retrouve en fait à chaque fois une répartition plus ou moins égale entre les hautes et les basses lumières, mais à des sensibilités différentes. Et donc, ce qui nous permet, lorsqu'on est sur le deuxième ISO natif, d'avoir de nouveau en tout cas un signal exploitable en haute et basse lumière, mais une sensibilité plus haute et donc une meilleure visibilité dans les basses lumières. Donc, c'est-à-dire que si ici, par exemple, j'appuie sur ce bouton en question, là, par exemple, je suis sur la valeur basse de mon double ISO natif. Si maintenant je viens me mettre sur la valeur haute, tu peux voir ici que mon image vient directement de récupérer en fait ici un gain de luminosité, tout simplement parce que je booste mon signal vidéo. Donc moi, c'est important en tout cas d'avoir justement un accès rapide à celui-ci, et ce qui me permet surtout en fait, et de façon générale, pas spécifique, mais de façon générale, de justement uniquement fonctionner sur base de ces deux valeurs d'ISO natives. Donc, c'est-à-dire que dans 80% en tout cas des situations, je ne vais pas être sur des entre-deux. Je vais rester uniquement sur soit la première valeur native ou soit la deuxième valeur native et rien d'autre. De nouveau, énormément en tout cas de boîtiers hybrides commencent à intégrer ce fonctionnement en tout cas de double ISO natif. Et donc pour moi, c'était important d'avoir un accès rapide à celui-ci. Allez, on continue de nouveau. Le bouton REC, le bouton d'enregistrement, le bouton rouge qui est présent sur mon boîtier reste tel quel. Voilà, il reste tel quel. J'ai l'avantage ici de disposer en tout cas d'un bouton rouge sur le boîtier hybride que j'utilise. Eh bien, je le laisse assigné à l'enregistrement. Je pourrais très bien en tout cas et faire de façon plus commune ce qu'on retrouve sur les anciennes générations de boîtiers hybrides ou en tout cas sur les boîtiers hybrides peut-être plus entrée de gamme, c'est-à-dire tout simplement le déclenchement de l'enregistrement se fait via tout simplement le bouton poussoir qui est présent ici sur le devant de ta caméra ou sur le dessus de ta caméra. Bien non, moi ce n'est pas ça, moi je le laisse assigné ici sur le bouton rouge. J'ai ce bouton qui est présent, donc je le laisse tel quel dessus. On continue. Alors, on retrouve ici, en tout cas sur le coin supérieur gauche du viewfinder, qui me permet de voir dans l'œilleton mon image si je le désire. On a justement un bouton qui nous permet en fait de passer soit du viewfinder ou soit à l'écran LCD au niveau de l'affichage. Donc, c'est-à-dire que si j'appuie dessus, ici, on va avoir l'affichage qui disparaît et on a l'affichage maintenant qui est présent dans l'œilleton. Je rappuie dessus, là, je le récupère ici. J'ai même un mode qui me permet tout simplement en fait de le faire de façon automatique. Donc, c'est-à-dire que si je viens logiquement à placer mon œil, mais là, je l'ai configuré différemment, eh bien, j'ai une détection de cet œil qui se fait et donc, ce qui fait que on a un passage automatique soit entre l'écran LCD ou soit le viewfinder. Mais donc, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que suivant, en tout cas, les conditions dans lesquelles je me trouve, si je me trouve par une belle journée ensoleillée et si j'ai vraiment l'éclat de soleil qui vient à se mettre sur mon écran LCD, mais je n'aurai pas une bonne visibilité et donc, en fait, l'accès au viewfinder est important. Et puis aussi, c'est à mentionner qu'en cas de captation à main levée, tu peux aussi, et je t'encourage fortement à utiliser la méthode de 3 points de contact. C'est-à-dire que lorsque tu tiens ta caméra, tu la tiens de base avec 2 points de contact, ta main gauche et ta main droite. Tu peux rajouter un 3e point de contact en filmant à main levée mais en regardant dans ton viewfinder. Le viewfinder étant en contact avec ta tête, tu as à présent 3 points de contact et donc ça te permet d'avoir une meilleure stabilité en tournage. Donc moi, c'est important en tout cas de garder ce raccourci au niveau des touches, des boutons physiques. Allez, on continue. On va avoir maintenant mon petit bouton AF On.
De nouveau, en tout cas, un bouton qui est présent sur la quasiment totalité des boîtiers hybrides, qui est présent juste ici sur le devant. Oui, tu le vois parfaitement juste là. Alors, moi, sur ce bouton, j'ai assigné en tout cas un raccourci, comme tu peux le voir ici, qui est mentionné AFL pour Autofocus Lock. J'ai récemment fait une vidéo de plus ou moins 30 minutes qui s'adresse de nouveau à peu importe la marque de caméra que l'on utilise, une vidéo sur l'utilisation en fait de l'autofocus, de la mise au point automatique en vidéo. J'explique tout en détail pendant plus de 30 minutes. C'est en quelque sorte une masterclass. Et donc j'explique l'utilité de ce bouton avec ce raccourci. C'est-à-dire que, et là de nouveau je vais me mettre sur la vue, comme ça tu peux voir ce qu'il en est, là je suis sur un système de fonctionnement de mise au point automatique. Je viens mettre ma main devant mon objectif et on va avoir la mise au point qui s'est fait. Voilà, tu peux voir que la mise au point s'est fait, d'accord? Si je retire ma main, on peut voir que le point se refait de nouveau. Hein. Donc c'est-à-dire que si je mets ceci ici, voilà, on va voir que le point va se faire sur les marqueurs qui sont présents ici. Je remets ma main devant, la point va se refaire sur ma main, ok? Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque j'appuie sur mon bouton AF On et sur lequel j'ai assigné en tout cas cette raccourci de Autofocus Lock, voilà ce qui va se passer. J'appuie dessus. Tant que je ne le lâche pas, en fait, eh bien, la mise au point ne va pas se refaire. Je reprends le contrôle, en fait, sur ma mise au point automatique. Et ça, c'est important, en tout cas, de pouvoir avoir accès à cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça te permet, en tout cas, de reprendre manuellement le contrôle dessus et donc de toi-même décider ce qui doit être au point ou ne pas être au point. La deuxième chose, c'est en cas de sécurité. Imaginons par exemple que tu dois filmer une personne qui est face à toi, qui est peut-être face à toi mais avec 5-6 mètres de distance. La mise au point automatique de ton boîtier a super bien fait son boulot. Il l'a verrouillé, il l'a détecté. Cette personne est sur un présentoir, elle est face à une scène, elle est en train de parler. D'accord ? Manque de bol. Tu as en tout cas plusieurs personnes qui peuvent potentiellement passer dans le champ qui te sépare de cette personne, cette distance de 5 ou 6 mètres. Et ton autofocus peut se laisser perturber par rapport à cela. Bien, qu'est-ce qui se passe? Moi, en tout cas, ici, je suis occupé à filmer cette personne qui est présente sur scène. Mon boîtier a fait correctement sa mise au point sur lui, d'accord? Donc, c'est-à-dire que potentiellement, cette personne peut être présente pour faire un discours, peut-être être présente pour remettre différents prix à des personnes qui sont présentes sur scène, ou peut-être couper un ruban pour l'inauguration de quelque chose, d'accord? Donc, cette personne, en tout cas, reste plus ou moins toujours sur le même espace, eh bien, je viens appuyer sur mon bouton AF On. Voilà, ici, le point se refait sur ma main. J'appuie sur mon bouton AF On et je maintiens celui-ci d'appuyer de façon à ce que si quelqu'un, en tout cas, vient à passer devant, eh bien, c'est pas grave, c'est pas un souci, en fait. Mon autofocus ne va pas se laisser déstabiliser. Donc, pour moi, cette possibilité de reprendre la main, en fait, sur ma mise au point automatique, c'est quasiment une obligation dans mon utilisation de tous les jours, au niveau, en tout cas, soit des caméras, ou soit des boîtiers hybrides que je viens à utiliser. Donc ça, c'est vraiment important, en tout cas pour moi, d'avoir cette fonctionnalité. De nouveau, cette possibilité de bloquer momentanément, en tout cas, ta mise au point automatique et sur base d'un bouton raccourci, de nouveau, c'est quelque chose qui est présent dans quasiment la totalité, la majorité, en tout cas, des boîtiers hybrides de ces 5 dernières années. Par contre, suivant le modèle, la complexité à trouver cette option dans tes menus est quelquefois, en tout cas, assez élevée. Et donc, c'est pour ça, de nouveau, où je t'invite, en tout cas, à te rendre dans le manuel de ta caméra pour voir où potentiellement, en tout cas, se trouve cette option et comment, en tout cas, tu peux l'assigner sous forme de raccourci au bouton de ta caméra. Allez, on continue. Moi, ici, en fait, avec justement un petit bouton qui est ici présent juste sur le dessus et qui est d'ailleurs présent en fait sur le commutateur de mon Lumix S1.2, commutateur qui me permet en fait de passer de la mise au point simple, la mise au point continue à la mise au point manuelle. Et ce bouton par défaut en fait il est assigné sur les collimateurs d'autofocus, donc c'est-à-dire le choix de collimateur que je peux avoir, les différentes formes de collimateurs tout simplement. Et donc ça de nouveau c'est quelque chose que j'ai passé en détail dans ma vidéo, dans mon espèce de masterclass sur l'utilisation de la mise au point automatique. Ok, donc si tu veux savoir en tout cas pourquoi c'est important d'avoir accès à ces différents types de collimateurs, et comme l'explication en elle-même prend plus de 5 minutes, je t'invite à regarder vraiment ma vidéo complète sur l'autofocus. Je continue. Alors, on va avoir ici en fait la petite touche
Q, d'accord? Le Q, en fait, c'est la lettre de ton menu Quick, le menu rapide, qui sera, elle, dans la deuxième partie de cette vidéo, où je vais te montrer ce que j'ai assigné, en tout cas comme raccourci, dans mon menu rapide. Donc, lorsque j'appuie dessus, voilà, j'ai accès à mon menu rapide et je peux donc sélectionner, en tout cas, les outils qui m'intéressent suivant la situation face à laquelle je me trouve pour filmer. Je continue. En FN1, donc bouton de fonction 1, qui est le bouton de de remise en tout cas en marche arrière lorsqu'on est dans des menus, là ça va être en fait l'activation de mon niveau qui me permet tout simplement, comme tu peux le voir ici à la caméra, je me retourne, voilà, tu le vois parfaitement, tu peux voir ici que je suis à niveau, j'ai un horizon en tout cas qui est parfait. Eh bien ça c'est important en tout cas, que ce soit lorsque dans l'acronyme, en tout cas dans le jargon audiovisuel, tu es occupé à faire ta bulle, donc c'est-à-dire que tu prends ton trépied, tu mets ton boîtier hybride dessus ou ta caméra et tu essayes d'avoir un horizon parfait, on appelle ça en tout cas faire sa bulle, et donc c'est important en tout cas d'avoir l'activation en tout cas de ce niveau. Alors ce niveau, il est présent évidemment sur ton horizon, que ce soit gauche-droite, mais aussi sur le haut et sur le bas. Attention que certains boîtiers hybrides peuvent te demander une activation en deux temps. Donc, c'est-à-dire que certains boîtiers hybrides peuvent te dire qu'on a soit une activation en tout cas du niveau uniquement sur le haut-bas ou alors uniquement sur le gauche-droite. Et quelquefois, tu dois activer autre chose pour que ce soit bel et bien sur les deux au niveau de l'affichage. De nouveau, si tu t'aperçois que ton niveau en tout cas ne reprend que soit l'affichage haut-bas ou soit gauche-droite, eh bien, je t'invite à te rendre dans les menus de ton boîtier hybride, dans ton manuel, et regarder en tout cas comment modifier cela. On continue. Alors, hop, on va retrouver deux boutons qui sont présents devant. Un bouton de fonction 2 qui, de nouveau, en tout cas, par défaut, n'est lui pas assigné. Donc, on met vraiment ce qu'on veut. Et le deuxième bouton, moi, qui est présent devant, c'est un deuxième bouton rouge d'enregistrement. Alors là, je vais te mentionner ce que moi j'ai mis, mais je vais aussi te mentionner ce que toi, potentiellement, tu peux mettre. Parce qu'en fait, il faut savoir que ici, le Lumix S1.2 que j'utilise a la particularité d'être vraiment bon, en fait, dans les outils d'assistance lorsqu'on fait de la vidéo. C'est-à-dire que moi, si j'appuie ici devant, tu peux voir là maintenant que j'active en fait la waveform. Alors, je vais désactiver mon horizon derrière. Tu peux voir que j'active la waveform, d'accord? Sauf que la waveform, qui est en fait l'affichage de ton signal vidéo avec tout ce qui est en fait les noirs absolus en bas et tout ce qui est les blancs absolus en haut, mais c'est quelque chose qui, voilà, lui par contre n'est pas présent sur la majorité en tout cas des boîtiers hybrides. Par contre, ce qui est présent sur la majorité des boîtiers hybrides, c'est ce qui s'appelle un histogramme et qui, en gros, et de façon à le vulgariser, est la même chose, mais de base prévue pour la photo. Pourquoi est-ce que je te dis la même chose? Eh bien, tout simplement parce que ma waveform, c'est quoi? Les noirs absolus, ils sont en bas. Les blancs absolus, ils sont en haut. Tout ce qui est vraiment en bas et qui vient potentiellement à toucher le fond, c'est ce qu'on appelle être sous-exposé. On arrive vraiment dans le noir complet. Et à l'inverse, tout ce qui sera sur le haut et qui viendra lui s'écraser contre le haut, mais sera surexposé. Donc tout ce qui est en fait les blancs, le blanc complet. L'histogramme, c'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas sur un fonctionnement de haut-bas, mais de gauche-droite. Tout ce qui se trouve à gauche et qui viendra donc à être écrasé contre la gauche, c'est le noir absolu. Tout ce qui vient à se trouver vers la droite et qui vient s'écraser contre la droite, c'est le blanc absolu. Sous-exposition, surexposition. Donc si tu ne disposes pas en tout cas d'un outil comme la waveform, je t'encourage fortement à utiliser l'histogramme, qui te permettra en tout cas de visualiser ton signal plus ou moins en tout cas de la même façon. D'accord? Ça va être ici sur le bouton de devant, le premier bouton. Le deuxième bouton, ici, quand je viens à l'activer, tu peux voir moi que j'ai des couleurs qui s'affichent à mon écran. De nouveau, une particularité propre en tout cas à certains boîtiers du Lumix, c'est ce qui s'appelle ici les fausses couleurs. Donc en fait, on vient simplement à prendre différents niveaux d'exposition, on les place dans des cases et chaque case en fait a une couleur. Voilà. Donc en l'occurrence, tout ce qui va être de couleur rouge, eh bien c'est tout ce qui est des informations perdues. Voilà. Donc c'est tout ce qui va être surexposé. Donc tu as différentes couleurs qui sont présentes et donc ça t'aide à mieux comprendre les différents niveaux d'exposition dans ton image. Mais là où c'est vraiment intéressant et c'est souvent utilisé en tout cas dans cette démarche, donc soit pour bien comprendre les différents niveaux d'exposition de ton image, aussi pour maîtriser en tout cas des différents ratios de contraste dans ton image, mais aussi
pour vérifier en tout cas l'exposition des teintes de peau d'un sujet. Vérifier si celui est correctement exposé. Si celui-ci est correctement exposé. Moi, par exemple, tu vois ici que la face caméra que je fais avec toi, je suis correctement exposé au niveau de mon visage. Eh bien, pour ça, et si tu ne disposes pas en tout cas d'un outil comme les fausses couleurs, je t'encourage à utiliser l'outil des zébrures. Mais l'outil des zébrures, tu vas devoir au préalable en tout cas le configurer pour avoir, et suivant le profil d'image que tu utilises dans ta caméra, dans ton boîtier hybride, une bonne exposition au niveau des teintes de peau. Je peux te garantir une chose. Je peux te garantir que peu importe le boîtier hybride que tu utilises, tu vas avoir une communauté qui est présente avec toi. Et cette communauté, elle partage énormément d'informations. Et je t'encourage à regarder sur YouTube, qui est un outil incroyable pour partager tout ce savoir, à regarder en mentionnant ton boîtier que tu utilises, en mentionnant le nom Zebra ou Zébrure, Zebra étant le terme vraiment en anglais, et puis en ajoutant Skin Tone, qui est tout simplement en fait le niveau de la peau, tonalité de la peau qu'on pourrait dire en français, mais qui est plus le niveau de la peau, et potentiellement le profil d'image que tu utilises, si tu es soit sur du log ou soit sur du standard. Je peux te garantir que tu vas trouver des vidéos, en tout cas de passionnés comme moi, qui vont t'indiquer qu'ils ont fait en tout cas des tests et qui ont remarqué que potentiellement, si tu mets par exemple un niveau de zébrure à 70 ou 75% suivant tel profil d'image sur tel boîtier hybride, eh bien dès que tu as ce surlignage, cet affichage de zébrure en tout cas sur les teintes de peau, ça veut dire que ceux-ci sont correctement exposés. Donc si tu ne disposes pas en tout cas d'un outil comme les fausses couleurs, je t'encourage fortement à utiliser un outil comme les zébras ou les zébrures et donc à régler d'abord le niveau en tout cas d'apparition de zébrure. Donc généralement ça va de 50% jusqu'à 100% ou même certains boîtiers de 40% jusqu'à 100%. Et donc de regarder, suivant la communauté qui t'entoure et qui utilise en tout cas le même boîtier ou même caméra que toi, voir en tout cas quels sont ceux qui ont fait des tests et qui en arrivent à telle ou telle conclusion, de se dire, ben voilà, si en tout cas dans tel profil d'image sur tel boîtier hybride, tes zébras sont apparents à 70%, configurés à 70% et apparents sur des teintes de peau, hop, ne bouge plus en tout cas au niveau de ton exposition, celle-ci est bonne au niveau des teintes de peau. D'accord? Donc si tu n'as pas les waveforms, histogramme, si tu n'as pas les fausses couleurs, les zébrures, et ça fonctionnera très bien comme ça. Ok? Alors, maintenant, on va regarder quelque chose en supplément qui, lui, n'est plus présent vraiment dans le même menu que je t'ai montré, mais qui, en tout cas, moi, ici, est via un accès rapide. C'est via, en fait, ma roue crantée qui est présente juste ici. Ma roue crantée, je peux la faire défiler, évidemment, sur un système de roulement. Et d'ailleurs, moi, en tout cas, si je viens potentiellement à le faire, tu peux voir qu'il y a strictement rien de présent parce que moi, en tout cas, j'ai désactivé celle-ci pour la simple et bonne raison que j'ai peur, en tout cas, de venir contre et de venir en tout cas modifier des réglages, comme par exemple ici tu peux voir que si je mets la roulette de haut, tu peux voir que je commence à jouer en fait avec mon obturateur tout simplement, d'accord? Donc moi je l'ai désactivé au niveau du défilement, au niveau de sa rotation. Par contre, elle reste activée sur son côté cliquable, c'est-à-dire que haut, bas, gauche, droite, c'est cliquable. Si je maintiens en fait appuyé ici un certain temps, j'arrive en fait dans mon raccourci qui me permet d'assigner mes différents boutons. Je t'invite potentiellement à tester ça sur ton boîtier hybride parce que c'est assez commun. Tu as pas mal de boîtiers hybrides qui en effet sur cette roulette-là, quand tu laisses appuyer longtemps ton doigt, tu arrives dans cette partie customisation. Si ce n'est pas le cas, je t'invite de nouveau à te rendre dans les menus, en tout cas dans le manuel de ta caméra pour voir où se trouve cette partie de customisation, d'accord? Donc moi en fait quand j'appuie ici sur le haut, eh bien je viens avoir accès au réglage de l'autofocus de mon boîtier hybride au niveau de sa vitesse et au niveau de sa sensibilité. De nouveau, c'est quelque chose qui est présent en tout cas dans la vidéo, la masterclass que j'ai fait sur l'autofocus, ok? Je reviens en arrière, j'appuie ici sur le bouton gauche, j'ai accès à vraiment une particularité unique, je te le mentionne mais ça va pas vraiment t'aider ça par contre, qui est ici sur le Lumix S1.2 qui est la plage de dynamique boostée, qui est en fait, c'est très technique, c'est l'activation de l'architecture en double gain, d'une lecture de l'architecture en double gain. C'est-à-dire que là, en fait, la lecture de mon capteur ne se fait plus sur un système de double isonatif. C'est complexe, je vais pas rentrer dedans. Si tu veux vraiment en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le Lumix S1.2 et j'explique tout ça en détail, ok ?
Je continue, j'appuie ici sur le bas, j'ai accès toujours à la partie autofocus, mais là en fait avec le type de détection de sujet, savoir si je veux en tout cas que mon autofocus reconnaisse les animaux, reconnaisse les êtres humains, reconnaisse des voitures, des motos, et surtout en fait savoir quelle partie en tout cas du sujet je veux que ça détecte. Si par exemple je suis sur la détection de train, est-ce que je veux que ça détecte le train en entier ou juste la partie cabine? Si je suis sur un être humain, est-ce que je veux que ce soit le corps complet ou juste la tête et les yeux? D'accord? Donc moi c'est important en tout cas d'avoir accès à cela. Je continue et maintenant ici je clique sur mon bouton droit et sur lequel en tout cas j'ai mis justement le réglage de la détection d'autofocus. Donc là si par exemple je viens me mettre ici sur voilà, le commutateur classique, hein, on peut voir que si maintenant je viens appuyer dessus, alors peut-être que tu ne le verras pas, je viens en fait à activer ou à désactiver la détection de sujet. Donc c'est-à-dire que là par exemple je viens d'activer la détection de sujet, en l'occurrence un être humain. Si j'appuie sur mes choix de commutateur, tu peux voir que j'ai cette icône d'être humain qui est présent. Ok, d'accord? Si maintenant je viens à rappuyer dessus, ok, là j'ai désactivé ma détection de sujet. Tu peux voir que là en tout cas le petit bonhomme n'apparaît plus. Et ça c'est important en tout cas pour moi de l'avoir à disposition de façon de nouveau assez rapide parce que imaginons en tout cas potentiellement que je suis face à une personne qui est occupée à parler face caméra et donc mon boîtier est concentré lui à vraiment détecter cette personne et rien d'autre et par moment en tout cas celle-ci vient à présenter quelque chose face caméra, que ce soit à mettre en avant un objet ou autre. Et là en l'occurrence j'ai pas forcément envie que mon boîtier s'amuse à détecter que le sujet, mais potentiellement en tout cas ce qui pourrait venir tendre face à la caméra. Donc là en fait le fait de disposer de ce raccourci, ça me permet d'activer et de désactiver rapidement en tout cas cette détection de sujet. Mais là en tout cas tu peux voir tout ce que j'ai configuré. Alors il y a des boutons potentiellement que tu peux me dire David, ton icône play qui est présente juste ici, t'en as pas parlé? Non, parce que moi sur mon bouton, sur mon boîtier ici, elle est pas customisable. Donc moi lorsque j'appuie dessus, ça reste tout simplement en tout cas la visibilité des plans que j'ai filmés. Mon commutateur ici de verrouillage, ça reste tout simplement de verrouiller certains paramètres de ma caméra auxquels je veux que même si on vient à toucher à des molettes, ça ne fasse strictement rien. Et puis après, tu peux voir que mes deux roulettes de présentes sur mon boîtier, ici c'est mon obturateur et ici c'est l'ouverture de mon optique. Mais donc voilà un petit peu ce qu'il en est au niveau de la personnalisation. Autre chose que je n'ai pas mentionné au niveau de cette personnalisation et qui peut potentiellement être intéressante pour toi, tu peux éventuellement utiliser des optiques qui ont cette faculté en tout cas d'avoir aussi des boutons physiques dessus, ce qui fait que quand tu appuies dessus, il se passe quelque chose. Moi, tu peux voir ici en tout cas que lorsque j'appuie sur le raccourci qui est présent sur l'optique qui est présente, qui est mise ici sur mon boîtier Lumix S1.2, je viens en fait à lancer l'enregistrement. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque je tiens mon boîtier à main levée, j'ai trouvé assez ergonomique de pouvoir lancer l'enregistrement avec mon pouce, tout simplement, plutôt que de devoir déplacer mon index sur le dessus et appuyer sur le bouton rouge, d'accord? Donc je pourrais avoir une prise en main super efficace et juste avec mon pouce, boum, lancer mon enregistrement. Tu le vois ici, je pose ma main, je lance mon enregistrement. Voilà. Très pratique. Voilà en tout cas ce qu'il en est ici pour cette première partie. Allez, maintenant on s'intéresse à ton menu Quick, ce menu rapide, donc cette petite touche assignée à la lettre Q qui, quand tu appuies dessus, te donne l'accès en fait à un menu rapide sur lequel, comme son nom l'indique, c'est cette possibilité justement d'avoir accès rapidement à des outils autres que ce que tu aurais potentiellement assigné par défaut sur les boutons physiques. Alors, moi ici, comment est-ce que j'ai configuré celui-ci? Donc, de nouveau, au niveau de sa configuration, je t'invite en tout cas à te reporter au manuel de ta caméra pour voir où se trouve en tout cas cette configuration du menu Quick, ce menu rapide. Petit tips aussi, n'hésite pas en tout cas à consulter ce manuel au format PDF depuis en tout cas le site du fabricant et utiliser le moteur de recherche en utilisant des mots-clés, par exemple dans la barre de recherche comme Quick ou Rapide peut te donner accès directement à la page qui va t'expliquer en tout cas quel menu et sous-menu te permettront en tout cas de configurer tout cet espace. Alors moi ici en tout cas le premier outil que j'ai assigné sur le boîtier ici qui est présent en face de moi qui est toujours le Lumix S1.2, ça ne change pas depuis le début de cette vidéo, ça va être l'assistant de visualisation LUT. Donc en fait c'est cette possibilité en tout cas d'activer ou de désactiver, tu peux voir ici que mon image en tout cas vient à changer, l'affichage de mon log, cette visualisation du log, donc là ici le profil de couleur que j'utilise sur ce Lumix S1.2 et dans cette préconfiguration est le Vlog et donc j'ai cette
cette possibilité en tout cas d'appliquer une lutte sur mon affichage pour avoir un pré-rendu sur ce que cela potentiellement pourra donner lorsque j'aurai converti dans un espace Rec 709. Et donc moi en tout cas avoir cette possibilité ou de désactiver en tout cas d'activer ou de désactiver cet affichage de lutte en superposition sur mon image. De nouveau, c'est important en tout cas, c'est-à-dire que malgré des outils comme la waveform, malgré des outils comme les fausses couleurs, malgré en tout cas des outils comme l'histogramme, les zébrures, etc., eh bien, j'aime en tout cas avoir un aperçu global sur mon fichier brut, sur mon affichage brut du log pour potentiellement en tout cas voir peut-être des endroits qui pourraient éventuellement bruiter ou alors des endroits que je pourrais juger et de par simplement mon regard, quelque chose de mal exposé que je n'aurais pas forcément vu via soit les fausses couleurs ou soit via la waveform. Donc moi, c'est important en tout cas d'avoir un accès rapide pour activer ou désactiver en tout cas cet affichage de lutte. Ensuite, ici, on va avoir l'affichage du niveau audio. Donc, c'est-à-dire que tu peux voir que mon affichage, ici, au niveau de mon cadre, il est assez clean au final. Donc, je l'ai vraiment épuré au maximum pour avoir le plus d'images de disponibles, plus de cadres de disponibles sur l'écran LCD. Eh bien, ici, le cas échéant, je n'ai pas l'affichage de mes vumètres, d'accord? Si maintenant je viens activer l'affichage du niveau audio, je viens à récupérer ici mes vumètres qui sont présents. Donc, en fait, cet outil qui est présent dans mon menu rapide me permet d'épurer d'une certaine façon, en tout cas, l'écran LCD que j'utilise et donc avoir un affichage plus clair. Tu vois que là ici, ça vient en tout cas à polluer mon affichage global. Donc si je n'ai pas envie d'avoir ces vumètres, donc c'est-à-dire que ces vumètres, je peux très bien en tout cas les utiliser lorsque je viens interviewer une personne juste en début d'interview. Voilà, est-ce que vous pouvez déjà, on va faire 2-3 tests. Bonjour monsieur, madame, est-ce que vous pouvez faire, on va faire 2-3 tests. Est-ce que vous pouvez simplement vous exprimer face à la caméra et mentionner votre titre et votre fonction. On va le faire 2-3 fois de façon à atteindre plus ou moins le niveau global de la façon dont vous allez de la façon dont vous allez parler face caméra. Excuse-moi, j'en perds mon français. Je regarde mon vumètre une fois que mon réglage audio est fait correctement et de toute façon, comme je continue à monitorer mon audio avec le casque, eh bien, je retire l'affichage de ces vumètres. D'accord? Donc pour moi, c'est important en tout cas de l'avoir à disposition. Ici, je vais avoir le réglage du niveau d'enregistrement de son. Donc en fait, quand j'appuie dessus, j'arrive ici en fait à ma possibilité, à un accès rapide pour régler justement mon niveau audio. Voilà. Avant, j'avais mes vumètres au niveau simplement de l'affichage. Ici, j'ai mes vumètres, mais sur lesquels je sais en même temps régler mon niveau audio. Tu peux voir maintenant ici que je vais diminuer mon niveau. Tu peux voir que mes vumètres changent. Voilà. Donc, ce qu'il en est. Donc, en fait, le réglage de mon niveau audio, et comme c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, audiovisuel, audio étant le premier nom, c'est important en tout cas de l'avoir ici en accès rapide. Ma grille de référence photo. C'est ce qui nous permet, et plus communément parlant en tout cas, d'utiliser ici des outils comme la grille de tiers. Voilà, ici je viens à l'activer, j'ai ma grille de tiers qui est apparente et donc ce qui me permet potentiellement en tout cas de faire des cadrages assez simples, assez connus avec des positions bien connues, avec des positions clés sur justement des repères de ma grille de tiers. Et ici, en l'occurrence, tu peux voir qu'on a différents types de grilles qui sont présents. Donc voilà, ici avec quelque chose qui te permet de centrer parfaitement un objet. Donc c'est important en tout cas de retrouver ici, moi, mes grilles de référence photo. Ensuite, je vais avoir mon marqueur de cadre. Alors, mon marqueur de cadre, j'appuie sur On, voilà. Et tu viens à l'avoir ici, donc tu peux voir qu'on a ce marqueur de cadre qui est d'une couleur bleutée avec un ratio bien particulier. Ce marqueur de cadre, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun sur les différents boîtiers hybrides et surtout que tu peux customiser à souhait. Tu as même des boîtiers hybrides actuels, que ce soit par exemple le Lumix S5 que j'utilise ici ou le Lumix S9 qui me filme et surtout au moment où je tourne cette vidéo, qui peuvent avoir un triple affichage de marqueur de cadre. C'est-à-dire que sur, en tout cas ici, le boîtier, le Lumix S9 qui me filme, le retour visuel que j'ai face à moi, j'ai un triple affichage de marqueur de cadre. Donc, c'est-à-dire avec un format au niveau 16/9, un format au niveau vertical et j'ai même un marqueur de cadre au format 1:1, au format carré. Et donc, ce qui nous permet en tout cas de
visualiser la projection de notre contenu suivant en tout cas les normes de diffusion et suivant les plateformes, ce qui nous permet justement d'exploiter différemment soit un tournage qui aurait été entièrement fait à l'horizontale ou entièrement à la verticale par exemple. Donc ce marqueur de cadre qui là en fait ici est préconfiguré en fait sur un ratio de 2/1, ce qui me permet en tout cas d'avoir une exploitation sur YouTube où j'ai quasiment la totalité du smartphone qui est utilisé. Ben voilà, ici je peux l'activer ou le désactiver. Voilà. Donc celui-ci a été configuré en amont. Ton boîtier te donne la possibilité de configurer un marqueur de cadre, quelquefois de façon simple ou quelquefois de façon assez compliquée, parce que tu dois quelquefois jouer avec des valeurs de pixels si tu veux configurer celui-ci de façon un peu particulière, c'est-à-dire hors norme par rapport aux ratios qui sont plus communs, du 2:1, du 2:35, du 2:40, du 9/16, etc., etc. Alors, je continue ici avec mon balayage synchronisé. Alors, le balayage synchronisé, c'est l'appellation en tout cas qu'a utilisé Lumix, mais tu as aussi des autres appellations qui sont, par exemple, je pense que de mémoire chez Canon, c'est Synchroscan. Chez Fujifilm, ça doit être un nom qui intègre scintillement dedans. Je ne sais plus c'est quoi l'appellation complète, mais tu as le nom scintillement qui est présent dedans. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de régler ton obturateur soit à la seconde près ou soit au degré près. Tu vois ici, mon obturateur, moi, il est réglé en angle, d'accord? Si je viens à le modifier, tu vois que je passe de 180 à ici 172,8. OK, d'accord? Donc, je ne suis pas sur un affichage au degré près. Je viens maintenant à activer mon balayage synchronisé. OK? Je viens tourner ma rotule. Tu peux voir ici que je passe de degré en degré. Alors, tu peux me demander potentiellement, David, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cela? Eh bien, ça me permet en fait d'aligner l'obturateur par rapport à des sources de lumière artificielles et ne pas avoir ce nom qui est présent dans l'appellation de chez Fujifilm, c'est-à-dire du scintillement, ou le nom qui est présent ici chez Lumix, c'est-à-dire du balayage. Donc, quand tu peux voir vraiment un espèce de, ce qui est dit en anglais, de flickering, donc en fait, on a ce scintillement ou ce balayage qui est présent sur ton image, parce qu'en fait, la vitesse de lecture de ton obturateur par rapport à la vitesse de la lumière artificielle qui est juste en face de toi ne sont pas synchronisées, d'où le terme synchroscan, par exemple, chez Canon de mémoire. Et donc, le but du jeu ici est de synchroniser les deux valeurs pour ne pas avoir ce balayage. Alors, c'est quelque chose qui disparaît vraiment avec le temps au fur et à mesure que la lumière LED, que la lumière artificielle, qui est présente dans les différentes institutions, les différents buildings, les différentes maisons, etc., devient de plus en plus de la lumière LED et on n'a pas, en fait, ce problème de balayage, de synchro, de scintillement, tu l'appelles comme tu veux. Mais quoi qu'il en soit, quand je me retrouvais soit, par exemple, lorsque je filme les écrans qui sont présents à l'intérieur des voitures, les écrans LCD qui sont présents à l'intérieur des voitures, ceux-ci ont un certain taux de rafraîchissement en fait. Eh bien, je viens à m'aligner sur cela. Si tu viens à filmer du sport et que tu es présent en bordure d'un terrain de foot et qui intègre tous des panneaux, en tout cas d'affichage publicitaire, ceux-ci ont un certain niveau de rafraîchissement. Tu peux venir t'aligner en tout cas et ne pas avoir ce balayage qui est présent à l'écran. Tu es sur un marché de Noël. Les marchés de Noël, tu as par exemple tout ce qui est guirlande, tout ce qui est lumière décorative, etc., qui ont des certains taux de rafraîchissement. Tu ne veux pas avoir en tout cas du balayage dans ton image. Tu viens aligner ton obturateur par rapport aux lumières de ces guirlandes, ces lumières de décoration qui sont présentes sur un marché de Noël. Donc c'est très utile. Voilà, c'est très utile en tout cas dans ce genre de situation. OK ? Alors, ici, je vais avoir une option qui n'est pas propre à l'univers Lumix, qui est de plus en plus présente dans nos boîtiers hybrides, mais peu de monde, en tout cas, vient à l'utiliser. Ça va être sur le fonctionnement de ta stabilisation capteur. Donc, moi, ici, en fait, chez Lumix, ils ont une appellation qui s'appelle « Augmenter la stabilisation d'image vidéo », que je viens à activer ou désactiver. En fait, ils sont aperçus, la plupart des fabricants de caméras, ils sont aperçus en fait que si on veut vraiment optimiser le fonctionnement du stabilisation capteur, potentiellement, ça serait en lui expliquant dans quelle situation est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'il se trouve dans un mode où le but, c'est de toi potentiellement, en tout cas, marcher avec la caméra et de suivre quelqu'un ou tout simplement de faire des mouvements gauche-droite, etc. Donc, essayer de stabiliser en tout cas un boîtier hybride, le capteur de ton boîtier hybride, où tu es sur un mouvement constant et qui n'a pas en tout cas d'ordre bien prédéfini.
Ou alors, est-ce que tu es dans une situation où, en effet, ton image a besoin d'être stabilisée avec cette stabilisation capteur, mais tu es dans une position fixe, tu es à main levée. Tu peux potentiellement soit filmer un animal qui se trouve en face de toi, ou soit une personne qui est en face de toi, mais aucun des deux, en tout cas, n'est en mouvement. Et de cette façon, eh bien, en tout cas, le boîtier hybride peut donner en tout cas des ordres de fonctionnement qui seront différents au niveau de cette stabilisation capteur. De plus en plus, en tout cas, de marques et de boîtiers hybrides donnent cette possibilité de faire fonctionner, en tout cas, ton capteur, ta stabilisation capteur différemment. Et donc, moi ici, lorsque je viens à mettre cela sur on, j'augmente la stabilisation lorsque je suis à main levée en position fixe. D'accord? OK? À l'inverse, ici, je peux continuer. Donc, justement, ici, en plus de la stabilisation capteur, activer une stabilisation électronique et qui, là, en fait, vient appliquer un crop. Enfin, de façon globale, parce que Lumix, ici, vient d'intégrer un nouveau mode et qui s'appelle Cropless. Bien échu que, voilà, je te fais la présentation avec un boîtier qui intègre une stabilisation électronique sous un mode Cropless où il y a pas de crop, mais tu peux voir que si je passe sur les autres modes, regarde ici mon ratio d'image, tu peux voir que ça change. En fait, mon cadre change parce que justement, là, la stabilisation électronique, c'est un crop qui est présent. Alors, je me demande vraiment comment fonctionne le mode Cropless chez Lumix. C'est présent, c'est bien, mais je serais quand même curieux d'avoir une explication de la part des ingénieurs sur le fonctionnement, en tout cas, de cette stabilisation électronique, où là, cette stabilisation électronique, elle se base tout simplement soit sur des données gyroscopiques, donc c'est-à-dire que ton boîtier dispose d'un gyroscope qui permet de connaître les mouvements. C'est alors pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'on avait un niveau d'horizon. Eh bien, soit ça se base sur les données gyroscopiques, ça c'est la première possibilité, ou alors tu as un deuxième fonctionnement que j'aime un peu moins, qui lui se base plus ou moins en fait sur ce qu'il analyse dans l'image et de ce qui est potentiellement en mouvement ou de ce qui est potentiellement à niveau. Voilà. J'aime un peu moins ce fonctionnement-là. C'est moins précis. Je préfère sur le fonctionnement des données gyroscopiques. Heureusement, en tout cas, chez Lumix, c'est sur base des données gyroscopiques. Je continue. Là, l'option est grisée, tout simplement, en fait, parce que je ne suis pas, en tout cas, dans une captation en 4K. Je suis dans une captation supérieure à de la 4K. Mais il s'agit, en fait, ici de mon zoom hybride vidéo. C'est une fonction chez Lumix et Tracas. Je vais te donner ici, en tout cas, une autre utilisation d'un raccourci pour pallier à ce manque que tu n'aurais pas dans ton boîtier. Donc, le zoom hybride, c'est tout simplement, en fait, ce passage naturel entre l'utilisation complète de mon capteur qui est ici plein format à l'utilisation au capteur APS-C, donc une partie plus petite, en tout cas, de mon capteur. Et tout ça de façon naturelle, en fait. C'est dynamique. Ça fonctionne même lorsque j'enregistre. Donc, en fait, je multiplie ma valeur focale qui est présente sur mon boîtier. C'est génial. Si tu t'intéresses au boîtier Lumix, va regarder mes autres vidéos, j'en parle dedans. Si tu n'as pas cette option, par contre, et si tu utilises un boîtier plein format la majorité du temps, tu as la possibilité d'assigner en tout cas un outil qui te permet de passer de l'entièreté du capteur à en tout cas une partie du capteur plus petite. Et tout en partant du principe que tu disposes en tout cas d'une résolution de minimum 20 millions de pixels, 20-24 millions de pixels, où là, tu disposes toujours d'une résolution 4K, même sur un ratio plus petit de ton capteur. D'accord ? Alors, je continue. Moi, ici, sur une fonction qui est de nouveau unique à Lumix, donc je vais pas m'attarder dessus, c'est le spotmètre de luminance. Donc, en fait, c'est un outil qui me permet simplement de regarder, c'est très technique, de regarder en tout cas les niveaux de dynamique qui sont présents sur des petites portions de mon image et suivant en tout cas le log. Donc, ça me dit, et sur base d'un niveau de gris moyen, tout simplement en tout cas à combien de diaph je suis au-dessus. C'est très technique. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Voilà, je continue, ça n'a pas d'intérêt en tout cas de m'attarder dessus. Ensuite, j'ai mon focus picking. Mon focus picking qui me permet tout simplement en tout cas d'assigner ici un affichage, un surlignage sur les éléments qui sont nets dans mon image. Donc c'est-à-dire que lorsque je suis en mise au point manuelle, j'ai cette possibilité d'activer ce focus picking, donc ce surlignage qui vient se mettre sur mon image, sur les éléments qui sont nets. Voilà, donc c'est-à-dire que maintenant ici, si je viens me mettre potentiellement en mise au point manuelle, voilà, et je viens activer mon focus picking, tu peux voir ici des petits surlignages bleus qui sont présents. Je vais enlever le menu rapide. Alors, c'est très léger, tu ne le verras peut-être pas bien, en tout cas ici dans le retour visuel, mais j'ai un surlignage d'une couleur bleutée
qui est présent et qui me permet de savoir, ok, ben ces éléments en tout cas sont bel et bien nets, c'est correct, d'accord? Et donc ça ici, ben, c'est la possibilité d'activer ou désactiver. Tu peux me demander potentiellement, mais pourquoi est-ce que tu voudrais, en tout cas en mise au point manuelle, ne plus bénéficier de ce surlignage? Eh bien tout simplement pour en fait épurer mon affichage. Donc c'est-à-dire que lorsque je viens à filmer par exemple une chaîne de production, donc c'est-à-dire où on a ce défilement en tout cas d'objets consécutifs et sur une partie bien précise d'une chaîne de production avec un robot pointeur qui vient faire un geste, etc. J'effectue en tout cas ma mise au point qui peut être sur base d'une optique classique ou d'une optique macro, si je veux vraiment avoir quelque chose de bien isolé. Là par exemple, tu vois, là ici j'utilise le Lumix 100 mm macro, d'accord. C'est une mise au point qui est manuelle et qui est faite ici sur mon écran LCD. J'ai fait ma mise au point en utilisant en tout cas l'outil du Focus Picking. J'ai vérifié à ce que tout soit bien net et puis après j'ai retiré mon Focus Picking pour revérifier moi-même en tout cas que tout était vraiment bon. Voilà. Donc c'est une aide en 2 temps. Donc moi c'est important d'avoir cela. Ensuite, je vais avoir quelque chose qui est génial ici sur l'univers Lumix, qui est les informations audio. Quand j'appuie dessus, en fait, j'ai accès à toute une page complète sur la partie audio. C'est propre à l'univers Lumix, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais ça me permet d'avoir un accès complet, en tout cas ici, sur toute la partie audio avec mon vumètre, avec mes réglages de gain, avec mon monitoring. Rien que ça, c'est dingue. Je sais en fait monitorer les différents canaux, etc. Donc quand j'ai mon casque, rien que ça, c'est dingue. Donc voilà, je m'attarde pas dessus, mais simplement pour te dire que moi, en tout cas, cet outil-là, ça me permet d'avoir accès à ma page complète sur la partie audio. Voilà ce qu'il en est en tout cas pour mon menu rapide. Et maintenant, la troisième partie, on va regarder en tout cas tout ce qui est la partie des menus favoris. Allez, troisième partie avec vraiment en tout cas quelque chose de super intéressant dès que tu commences à l'utiliser, c'est-à-dire la partie des menus personnalisables, des menus favoris. C'est-à-dire que ton boîtier hybride dispose dans tes menus d'une icône qui généralement est associée soit à une étoile ou soit moi ici par exemple à l'icône d'une personne. Et on va retrouver en fait différentes pages qui de base sont blanches, mais que tu peux justement venir customiser en ajoutant ou en retirant en tout cas des outils que tu auras assignés dessus. Bon, tu peux voir que ici, si je viens à défiler sur le petit crayon, je peux ajouter, trier, effacer ou afficher depuis menu perso. Donc j'ai différentes options qui sont là et donc quand je viens à ajouter, je sélectionne en tout cas différents outils que je peux remettre dedans. Alors tu peux voir que moi ici, j'utilise 3 pages, la troisième n'étant pas entièrement remplie. Alors, on va regarder sur ma page numéro 1. Et là, on retrouve le Focus Picking. Du coup, tu peux te dire, mais David, tu m'as montré avant que dans ton menu rapide, tu avais le Focus Picking. Pourquoi est-ce que là, tu l'as en plus? Et la raison est très simple. Dans mon menu rapide, c'est l'activation ou la désactivation du Focus Picking. Chose qui est aussi reprise ici, donc c'est-à-dire que là, je viens à l'activer ou le désactiver, mais j'ai en plus la partie réglage du Focus Picking. On l'a vu tout à l'heure, l'affichage de surlignage qui était présent était dans une couleur bleue. Voilà juste ici. Je peux sélectionner d'autres couleurs. Et comme je le mentionne à chaque fois, les couleurs, c'est pas une histoire de goût pour le Focus Picking. Les couleurs sont uniquement là pour afficher un contraste par rapport au sujet. J'ai en face de moi une plante qui est présente à l'écran. Si je sélectionne un Focus Picking de couleur verte, vert sur vert, je vais pas voir ce qui est au point, d'accord? Le surlignage ne sera pas vraiment marqué. Par contre, si je viens à sélectionner du rouge, là, en tout cas, sur la plante verte qui se trouve face à moi, et si je viens activer le Focus Picking, là, je verrai exactement quelle branche, en tout cas, de la plante est bel et bien nette. Focus Picking, la couleur du Focus Picking, c'est pas une histoire de goût. C'est une histoire de distinction. Avoir un contraste par rapport au sujet qui est présent dans ton cadre, d'accord? Et donc moi ici, j'ai mes différents réglages au niveau du Focus Picking, intégrant évidemment en dehors de la sensibilité, c'est-à-dire vraiment l'intensité de cet affichage, le type de couleur qui est vraiment le plus important. Donc moi ici, dans mon menu favori, dans mon menu personnalisable, le Focus Picking est présent à une hauteur assez importante pour justement avoir ce réglage en plus. Après, j'ai le volume du casque audio quand je fais mon monitoring, d'accord? C'est très bien de pouvoir régler le gain de la personne, le gain du micro de la personne que tu filmes, mais c'est bien aussi de pouvoir régler en tout cas le volume de son casque. Donc moi, c'est important de l'avoir ici à disposition. Superposition translucide, j'espère que ton boîtier a ça.
En fait, c'est une fonctionnalité qui permet simplement, et sur base d'un fichier vidéo ou d'une photo qui aurait été prise, de remettre, et sur l'écran LCD ici du Lumix S1.2, en superposition à une opacité plus ou moins intense, une image que tu auras sélectionnée. Donc, soit d'un arrêt sur image d'une vidéo, soit d'une photo. Et donc, c'est génial lorsque tu veux, par exemple, faire tout ce qui est raccord de cadre parfait. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu viens à filmer une personne, désolé, je te partage une partie de mon univers qui est l'univers institutionnel, hein, donc pas mal de tournages en entreprise, etc. Si, par exemple, tu dois filmer une personne face à une chaîne de production, face, par exemple, à un panneau de normes de sécurité, enfin, différents endroits dans une société, et que tu veux plus ou moins à chaque fois garder le même cadrage tête-buste de la personne, eh bien, rien ne t'empêche en tout cas d'aller prendre le plan précédent, de faire un arrêt sur image, de venir en tout cas l'afficher en superposition translucide par rapport à ce nouveau cadre que tu es en train de faire et d'avoir exactement la même chose. C'est une bonne continuité, pardon. Donc, c'est vraiment pour mieux faire en tout cas tes cadres, moi par rapport à mon univers, une partie en tout cas de mon univers qui est l'univers institutionnel. Spotmètre de luminance, on l'a vu tout à l'heure, il était activé en tout cas sur une partie de mon menu rapide, mais il est présent là tout simplement parce que je te le fais en direct et j'ai oublié de le retirer. Voilà, ça c'est une erreur de ma part. Il est en double emploi, j'ai oublié de le remettre, de le retirer, pardon. Marqueur de zone de sécurité. Marqueur de zone de sécurité. Tout à l'heure, on a vu mon marqueur de cadre que je peux customiser comme je veux, d'accord? Eh bien, mon marqueur de zone de sécurité, je vais l'activer soit sous forme de 4 petites icônes en bordure ou soit sous forme d'un rectangle complet. Ça me permet en fait, et comme son nom l'indique, de mettre une zone de sécurité sur des choses qui devraient ne potentiellement pas être dans mon cadre. Imaginons par exemple que, de nouveau, je suis occupé à filmer une personne d'une chaîne de production et j'ai envie en tout cas que, durant en tout cas la présentation, son nom et son poste soient présents dans un coin inférieur en tout cas de mon image. On a en tout cas ce qui est vraiment appelé ces zones de sécurité qui sont présentes pour ça. Donc, c'est-à-dire que tu peux même changer les tailles, tu vois, de 95 à 90 à 80%. Si je mets ici à 80%, voilà, tu peux voir que j'ai un peu plus petit. On a vraiment des tailles qui sont des endroits qui sont prédéfinis par rapport à ces nomenclatures, le nom de la personne, son poste, etc. Mais forcément, si dans mon cadre, en tout cas, que je viens à filmer, j'ai vraiment un objet à cet endroit-là et qui fait que lorsqu'il y aura la superposition d'un titre, ça sera pas joli, je dois modifier mon cadre. Et donc, ces marqueurs de sécurité sont présents justement pour me dire attention, ça, c'est des endroits clés où tu peux potentiellement avoir des affichages comme le logo d'une société, comme la nomenclature d'une personne, etc. Donc, évitez d'avoir des éléments perturbateurs, en tout cas, dans cette zone. Donc là, voilà, moi, c'est important, en tout cas, de l'avoir à disposition. Sortie enregistrement HDMI. Eh bien, lorsque je viens en tout cas utiliser un moniteur externe, moi c'est important de pouvoir choisir entre soit d'avoir l'affichage des informations techniques de mon écran LCD, donc c'est-à-dire que moi ici tu vois que j'ai des affichages d'informations techniques, l'ouverture de mon optique, mon obturateur, etc. Est-ce que je veux avoir ces informations-là aussi sur mon moniteur que je viens utiliser en HDMI ou est-ce que je ne les veux pas? Après, tu as aussi d'autres options, mais en tout cas, moi ici, ma sortie en enregistrement HDMI me permet soit d'afficher ou de enlever cet affichage d'informations techniques. Donc, c'est important de l'avoir en raccourci. Tu peux aussi avoir tout ce qui est en fait type de, comme ils disent ici, de conversion descendante, mais en l'occurrence, c'est simplement en fait choisir exactement la bonne résolution qui est envoyée au moniteur. Tu as des moniteurs qui ne prennent pas, par exemple, de l'affichage en 4K. C'est uniquement de la Full HD. Si tu lui envoies un affichage en 4K, tu auras un écran noir. Donc là, je peux choisir manuellement, en tout cas, le type de résolution qui lui est envoyé. En règle générale, en mode automatique, et si tu utilises un bon moniteur externe, ils se comprennent entre les deux. Donc le mode auto fonctionne, mais quelquefois, c'est pas le cas. Mais bon, moi, quoi qu'il en soit, c'est principalement pour mon affichage d'informations que j'aime avoir ça. Alors, tu peux très bien me dire, tu pourrais très bien me poser la question, mais toi, David, tu préfères lequel, l'un ou l'autre? C'est pas vraiment que j'ai de préférence, mais c'est plus dans les cadres de situation. Si par exemple, tu vois, j'ai une chargée de communication qui est présente tout le temps dans mon dos et que limite je sens son souffle dans mon dos, j'aurais tendance potentiellement en tout cas à retourner et de mettre en position latérale le moniteur externe et lui dire écoutez, voilà, vous pouvez rester juste sur le coin de la caméra et vous verrez l'image qui est là. Ça évite à ce que je sente son souffle dans mon cou. Voilà. Alors, je continue.
USB SSD, donc là en fait, le Lumix S1.2 comme d'autres boîtiers Lumix donne la possibilité d'enregistrer non pas seulement sur des cartes SD ou cartes CF Express que tu veux, mais aussi sur SSD via de l'USB, mais il faut l'activer. Donc ici c'est un raccourci pour l'activer. Fonction double slot carte, là en fait c'est comme son nom l'indique, c'est la possibilité de choisir où vont certains éléments. Donc c'est-à-dire est-ce que tu veux par exemple que les photos soient sur la carte numéro 2 et les vidéos sur la carte 1 ou l'inverse? Est-ce que tu veux avoir des types d'enregistrement avec une redondance, c'est-à-dire un système de backup, c'est-à-dire que tout ce qui est enregistré en vidéo sur la carte 1 doit l'être aussi sur la carte 2, ou est-ce que tu veux que ça prenne le relais, etc. Donc il n'y a pas en tout cas de bonne ou de mauvaise situation. C'est la bonne situation, c'est suivant en tout cas celle qui va couvrir le mieux l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc moi ici, le fait d'avoir accès à cet outil instantanément et pouvoir choisir le type d'enregistrement que je veux avoir suivant la carte, ça me paraît important. Luminosité de l'écran, comme son nom l'indique, voilà. Si je suis dans un environnement où il y a beaucoup de lumière, je peux augmenter l'intensité de l'LCD ou à l'inverse diminuer. Voilà. Le Bluetooth, ça honnêtement, c'est presque un truc que je regrette de ne pas pouvoir assigner en raccourci physique sur mon boîtier. C'est pas présent dedans. Mais le Bluetooth, c'est tout simplement l'activation de la connexion sans fil et plus particulièrement avec les applications mobiles. Nos boîtiers hybrides à l'heure actuelle intègrent des applications mobiles pour des contrôles déportés qui sont juste dingues. L'avantage ici sur le Lumix S1.2, c'est qu'on sait le faire sans fil ou câblé directement, ce qui est encore beaucoup plus stable. Mais quoi qu'il en soit, le fait de pouvoir activer le Bluetooth rapidement pour qu'il puisse se connecter à mon application mobile et potentiellement prendre le contrôle à distance de mon boîtier, c'est génial. De nouveau, même chose, hein, donc c'est-à-dire que si par exemple je me retrouve dans une chaîne de production d'une usine en particulier et qu'on me dit voilà, il faudrait tel plan, mais attention, une présence humaine lorsque la chaîne de production est en route ne peut pas avoir lieu. Ok, d'accord, je peux l'entendre. Mais est-ce que mon boîtier peut être posé juste à côté? Si on me dit oui, magnifique. Je pose mon boîtier, j'active ma connexion à distance avec l'application mobile, je me mets en retrait, il lance la production, moi je lance l'enregistrement et je contrôle surtout tout. Hein. Alors, c'est pas juste lancer l'enregistrement, c'est contrôler en tout cas que l'exposition est bonne, etc. Parce que des choses peuvent varier sur certaines chaînes de production. Et je ne suis pas en tout cas en train d'émettre un risque d'accident, un risque humain. Donc tout ça est important. Connexion HDMI, moi c'est important en fait pour tout simplement ici avoir l'activation ou la désactivation de l'assistant visualisation LUT. Tu l'as vu tout à l'heure au niveau de mon menu rapide que j'ai la possibilité donc de afficher ou d'enlever l'affichage de cette LUT, ce qui me permet de me projeter sur son affichage au format, à la diffusion Reg 709. Là, c'est la même chose, mais lorsque j'utilise un moniteur externe. Lorsque j'utilise un moniteur externe, est-ce que je veux que le moniteur externe n'affiche que le format log, ou est-ce que je veux que mon boîtier lui envoie aussi en tout cas la LUT par-dessus? Voilà, donc ça c'est cette possibilité. Sauvegarder réglage perso vidéo, donc c'est-à-dire que ton boîtier hybride, tu peux généralement lui faire enregistrer des préconfigurations vidéo. Moi ici je sais lui faire jusqu'à, c'est déconné, c'est jusqu'à 45, enfin non je mens, 30 en vidéo et 15 en photo, mais c'est vraiment énorme. Mais donc, en fait, c'est personnalisation de réglage vidéo. Donc, par exemple, 4K 25, 4K 60, 4K 120, etc. que tu peux préconfigurer. Mais au fur et à mesure du temps, et suivant en tout cas les techniques comment tu filmes, tu peaufines ta façon de filmer. Et donc, certaines habitudes peuvent évoluer. Moi, si je me rends compte en tout cas qu'un outil que j'ai utilisé sur l'instant T peut en fait être utilisé à plein d'autres situations et que je le trouve vraiment pratique, je vais vite en tout cas dans mon menu favori et je réactualise en fait le C1 ou le C2 ou le C3 que j'utilise. Voilà, je le réactualise. Rafraîchissement pixel, là c'est tout simplement lorsque tu as un pixel, l'appellation exacte c'est pixel mort, mais moi j'appelle pas ça un pixel mort, c'est plus un pixel froid parce que quand il est mort, il est vraiment mort, tu sais pas le réanimer, mais là c'est plus un pixel froid, donc tu peux t'apercevoir que lorsque tu feras un montage vidéo que tu as peut-être à un endroit de ton image, vraiment un noir complet. En fait, ton pixel était à l'arrêt. Si tu es dans des tournages vraiment importants, c'est quasiment obligatoire de le faire juste avant de commencer en tout cas ton tournage, à faire un rafraîchissement des pixels complets. Et donc là au moins tu es certain que ce qui n'est pas mort mais qui était froid aura été réactivé. Ok ?
Comportement de l'obturateur. Suivant le boîtier hybride que tu utilises, tu as peut-être en tout cas une grille qui peut être présente face à ton obturateur et lorsque tu retires ton optique, cette grille en tout cas soit se ferme automatiquement ou soit peut rester ouverte. Moi ici, j'ai assigné justement pour que la grille de protection qui est présente devant l'obturateur soit constamment fermée lorsque je retire une optique, mais si pour X raisons, comme par exemple lorsque je veux faire un nettoyage de mon capteur ou tout simplement en tout cas vérifier ce qui n'est pas une poussière sur mon capteur, j'ai un accès direct pour dire non, je vais enlever l'optique, mais je veux en tout cas que la grille qui soit présente devant reste bel et bien ouverte et pas fermée. À l'inverse ici, nettoyage capteur. Donc c'est cette option en tout cas dans ton boîtier hybride qui en l'occurrence va le faire vibrer de façon à ce que tu viennes décoller des poussières qui seraient un peu pas incrustées mais justement un peu collées au capteur. Donc celui-ci va se mettre à vibrer très fortement. Moi par exemple dans ce genre de situation, je prends mon boîtier, je le tiens vers le bas, toujours évidemment avec l'œilleton de présent dessus. Je fais vibrer j'active le nettoyage capteur. Le capteur vient à vibrer, vient à faire décoller ses poussières. J'enlève ensuite mon œilleton, comme ça les poussières avec la gravité tombent automatiquement. Je repasse éventuellement un petit coup en tout cas de petites poires ou autre pour vraiment en tout cas décoller potentiellement ce qui pourrait rester. Mais voilà, nettoyage capteur c'est important. Copie. C'est unique à ce boîtier, c'est vraiment unique. C'est ce qui donne en fait la possibilité de copier des éléments qui sont enregistrés sur les cartes sur un SSD externe. C'est unique, je rentre pas dans les détails, c'est unique, c'est dingue par rapport à ça. Deux éléments qui restent, ma fréquence du système. Tu peux voir ici, moi, par exemple, que je suis en NTSC. Tu pourrais te poser la question, David, t'es pas en Belgique, qu'est-ce que tu fous avec du NTSC? Ça me donne en fait accès à des fréquences d'image qui sont plus propres à certains réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais par exemple, Instagram, il adore le 30 images secondes. Instagram adore le 30 images secondes, c'est vraiment dans les normes de diffusion, les normes techniques qui sont présentes sur Instagram, sur le site Instagram, il te met que 30 images secondes, c'est vraiment en tout cas partie des éléments importants. Et je reste convaincu, ça n'engage que moi, mais je reste convaincu que ça joue aussi dans la qualité de diffusion. On me demande souvent pourquoi est-ce que tous mes réels, etc. sont en super bonne qualité. Ils sont tournés en 30 images secondes. Donc moi ici, là, tout ce qui est fréquence système, lorsque je dois créer du contenu, par exemple pour Instagram, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, ça va être fait en 30 images secondes. Donc moi, le fait d'avoir accès à ces fréquences système et de pouvoir m'adapter aux normes de diffusion sur le projet sur lequel je travaille, c'est important. Je choisis pas une fréquence d'image parce qu'elle me plaît, parce que j'ai un goût personnel, je m'en fous, on s'en fout de mon goût personnel. La fréquence d'image, elle doit être définie et choisie par rapport au projet et aux normes de diffusion. Voilà. Pour Instagram, c'est recommandé du 30 images secondes. C'est pas moi qui le choisis. Instagram s'en fout que je sois en Belgique. Ils s'en foutent complètement que je sois ici dans un univers qui est labellisé PAL. Ils s'en foutent complètement. Voilà. Donc, on s'en fout de mon avis, on s'en fout de ma localisation. Ce qui prime, c'est simplement les normes de diffusion. Donc, moi, c'est important d'avoir accès à ma fréquence système pour pouvoir repasser soit d'un système PAL ou NTSC. D'accord ? Et puis pour terminer, formater la carte. Voilà, formater la carte, donc la carte qui est présente dedans pour la formater. Et voilà ce qu'il en est au niveau de mon menu favori. Tu peux voir ici qu'il y a déjà pas mal de bonnes choses, mais qui sont encore possibles d'un point de vue customisation. Mais quoi qu'il en soit, voilà en tout cas ici tout ce qui a été fait au niveau de mes petits menus favoris et qui j'espère pourra aussi t'aider. Maintenant que tu sais tout ça, il te reste juste à prendre ton boîtier et voir comment tu peux améliorer son utilisation pour ton prochain projet. Et puis si tu veux en savoir plus sur l'univers audiovisuel, je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.